Le 20 décembre 1985, le manga Dragon Ball a maintenant 1 an. Akira Toriyama débute son 3e arc avec à nouveau la quête des Dragon Ball comme toile de fond. Seulement après s'être inspiré de contes et légendes asiatiques, il décide réellement de partir en Occident avec des références plus américaines. Cet arc revisite la quête des Dragon Ball initiée avec Goku et Bulma, mais avec cette fois une force armée criminelle d'envergure mondiale, de vrais méchants, de sérieux enjeux et des clins d'œil nombreux aux films d'action et d'espionnage dont semble secrètement raffoler Toriyama Sensei. Histoire et personnages. L'histoire reprend directement avec Goku qui a quitté le temple des arts martiaux à la recherche de la Dragon Ball à 4 étoiles de son grand-père. Une année s'étant écoulée, les Dragon Ball transformés en pierre suite aux souhaits exaucés doivent avoir retrouvé leur apparence normale. Du moins c'était là le raisonnement, mais en vérité on a déjà une incohérence. Ah merde! Il ne s'est passé que 8 mois entre l'invocation de Shenlong et le 21e Tenkaichi Budokai, d'après la chronologie officielle. Et même, d'après ce que dit Kame Sennin à ses élèves ici. C'est la tuile ça! Du coup, si les Dragon Ball restent inactifs pendant une année, comment se fait-il qu'elles soient déjà revenues à la normale au bout de 8 mois? La troupe du colonel Silver. Bon, passons. Goku trouve directement une Dragon Ball grâce au Dragon Radar qu'il a emprunté à Bulma, mais il se trouve que la terrible armée du Red Ribbon cherchait justement les Dragon Ball dans cette zone. Avant ce passage, l'anime a rajouté pas mal de fillers impliquant Goku, la troupe du colonel Silver, mais aussi le groupe de Pilaf. On ne va pas trop parler de tout ça ici, on va juste souligner ce passage qui nous montre Goku devenant ami avec tous les singes de la forêt, évoquant une nouvelle fois Sun Wukong, cette fois lidant les primates dans la pérégrination vers l'ouest. Ici, on peut penser que c'est sa queue qui lui confère une proximité avec les singes, c'est en partie le cas, mais la référence est plus profonde, puisque pour de nombreux japonais, chinois et asiatiques, Son Goku, c'est avant tout le roi des singes. Lui, roi des singes, et le Red Ribbon, roi des cons, car il manque de tuer les animaux et rate au passage la Dragon Ball qui tombe dans la rivière. Avant de réapparaître mystérieusement caché derrière un rocher dans une plaine rocheuse. L'anime voulait retomber sur ses pattes après ce rajout. Je sais pas si c'est réussi, vous en pensez quoi? Avant même son affrontement avec le colonel Silver et ses hommes, qui veulent lui ravir la Dragon Ball, Goku réalise que cette boule n'est pas celle de son grand-père. Il pourrait leur filer naïvement alors. Ouais mais non, il semble pas très sympathique et menace de le tuer s'il la donne pas. Et ça, Goku, il aime pas trop qu'on lui parle comme ça. Il a raison, la politesse ça s'apprend. Du coup, il leur met la pâtée. Mais son Kintoon se fait exploser par le bazooka du colonel Silver, et pour se rendre à l'endroit suivant indiqué par le Dragon Radar, il doit alors emprunter une capsule à l'armée du Red Ribbon. Notez d'ailleurs que le Daizenshu 7 nous apprend qu'ils ont leur propre capsule et ne dépendent donc pas de Capsule Corporation. Un robot sort de cette capsule et aide Goku à atteindre la région nord de la planète, à bord d'un avion, un Horton Ho-229, un prototype d'avion ayant réellement existé et créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par Gotthard Wagon Fabric. On peut donc dire que c'est eux qui l'ont fabriqué. Comme l'armée du Red Ribbon fera beaucoup de parallèles avec les armées de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est finalement pas étonnant de retrouver un tel appareil ici, du côté de l'ennemi. Seulement, le stupide robot qui le pilotait gèle en plein vol, et l'avion s'écrase dans la montagne enneigée. Silver est probablement l'un des officiers les plus secondaires de cette armée du Red Ribbon, et vous noterez qu'on conserve l'appellation originale en anglais dans le texte, Red Ribbon, et non pas ruban rouge, puisque même en japonais, le nom est en anglais. De plus, le leader de l'armée s'appelle Red, et non Aka, qu'on aurait donc traduit par rouge. Petite futilité, ma foi, assez importante pour différencier le Red Ribbon de l'anime à celui du manga. Dans le manga, généralement, il est orthographié avec un seul B, comme le mot ribbon, retranscrit en japonais. Tandis que l'anime opte pour l'orthographe anglaise véritable avec 2 B. Il arrive que l'une ou l'autre des versions se trompe sur l'orthographe, mais ça reste quand même assez rare. Pour revenir sur Silver, c'est le premier chef de troupe que l'on voit, et son rôle est assurément renforcé dans l'anime. On le voit même pratiquer efficacement de la boxe, tandis que dans le manga il est assez secondaire et sert surtout à priver Goku de son Kintoon pour une partie de l'arc. Il introduit aussi les noms à base de couleurs, et dans ce cas, Shiruba et la prononciation japonaise de Silver, argenté donc. En termes de character design, Silver pourrait être une version jeune de José Sancho, l'acteur espagnol qui joue dans Wheels on Mills avec Jackie Chan, un film appelé Soif de justice chez nous, et dont on a déjà parlé dans le précédent DB Times. Dans ce film, le personnage de José Sancho enlève une femme nommée Sylvia, Shirubia donc en japonais, dont on ne peut que rapprocher de la prononciation japonaise de Silver, Shiruba. Mais toute cette partie n'est que spéculation, car il n'existe pas grand chose d'officiel sur les origines du colonel Silver. De toute façon, vu qu'il ne tient que 5 minutes dans l'œuvre originale, c'est pas plus mal. Avec l'alerte donnée par Silver, on découvre le QG de l'armée, inspiré d'une base de Spectre dans James Bond, On ne vit que 2 fois.
ainsi que le chef de l'armée, le Leader Red, un personnage qui est entièrement dévoilé à visage découvert qu'assez tardivement dans l'anime, bien qu'il était déjà teasé depuis le début de l'arc, à travers diverses références au film de James Bond. Avec son chat dégueulasse là. D'ailleurs, si vous croisez cette référence du grand méchant dont on ne voit pas le visage assis sur un siège, potentiellement en train de fumer un cigare et en train de caresser un chat, vous saurez que ça provient en fait du personnage d'Ernst Stavro Blofeld dans les James Bond et en particulier dans On ne vit que deux fois, sorti en 1967. Tintin y fait référence, Inspecteur Gadget aussi, Austin Power le parodie et j'en passe. Le perso du Leader Red ou Chef Suprême Red, puisque c'est ce que signifie Sōsui en japonais, est également inspiré d'un autre méchant de James Bond, le fameux Emilio Largo, un acteur du crime international portant un cache-œil. Tiens, comme Red. D'ailleurs, saviez-vous que Red n'était pas roux dans le manga ? Ouais, il a les cheveux blancs. Et c'est en fait son cache-œil qui est rouge. Sa coupe de cheveux est d'ailleurs assez similaire à celle qu'a eue Joseph Staline. Lui aussi fumait la pipe d'ailleurs. Notez aussi que dans les deux cas, il s'agit du commandant d'une armée rouge, même si factuellement, Léon Trotsky en fut le premier commandant historique. Sinon, dans la région nord, inspirée de la Sibérie, Goku fait la connaissance d'une jeune fille de son âge, Suno, qui vient donc de l'anglais snow, neige, et de sa mère. Il leur explique l'histoire des Dragon Ball et apprend que le maire du village Jingle, qu'habite Suno, est justement retenu prisonnier par l'armée du Red Ribbon. Ceci afin de forcer les habitants à participer à la recherche des boules magiques. Je vais pas faire de vanne, mais du coup ça explique pourquoi le père de Snow est absent au début. Goku va alors partir délivrer le maire et chercher la Dragon Ball située dans cette zone. Vous avez noté le nom du village ? Jingle. C'est bien sûr un clin d'œil à Jingle Bells, chant de Noël traditionnel américain écrit en 1857 et qu'on chante encore aujourd'hui. Raccord avec l'ambiance enneigée. La Muscle Tower. Au milieu de toute cette neige, et non loin du village justement, se trouve une tour gigantesque appelée Muscle Tower, en anglais dans le texte. Et traduite en tour du muscle dans les premières VF. C'est dans cette tour qu'est retenu prisonnier le maire du village. Pour le délivrer, Goku va alors devoir participer à un remake de Game of Death, le jeu de la mort, film dans lequel Bruce Lee doit vaincre tour à tour les différents adversaires qui occupent chaque étage pour parvenir à son sommet. Dans la première version du film, datant de 1972, il était aussi question de libérer des proches qui avaient été enlevés. Mais Toriyama Sensei révélera surtout s'être inspiré du jeu vidéo Spartan X, sorti en 1984 sur Famicom, une adaptation de la dernière partie du film Wheels on Mills, Encore ce film, où le personnage de Thomas escalade le château pour sauver Sylvia. Mais ce jeu s'inspire aussi du film Le Jeu de la Mort, donc la boucle est bouclée. Le Général White. Goku doit donc atteindre le Général White, Howaito Shogun en VO, qui se trouve au dernier étage de la tour. Le pauvre général sera généralement rétrogradé en commandant ou lieutenant dans les versions françaises. En version américaine, celui-ci est même affublé d'un accent russe. Et pour cause, les uniformes des soldats de l'armée du Red Ribbon dans cette région sont en réalité inspirés de ceux des soldats russes de la Seconde Guerre mondiale. L'apparence de White est celle d'un homme carré avec des rouflaquettes, mais elle sera modifiée pour le film anniversaire Dragon Ball La Voix du Plus Fort, sorti en 1996. Le sergent métallique. Il en va de même pour l'apparence du sergent métallique qui garde le deuxième étage de la Muscle Tower, puisque celui-ci est une référence directe au Terminator d'Arnold Schwarzenegger, du fait que c'est un androïde à l'apparence humaine. Terminator étant sorti l'année précédente en 1984, cette inspiration paraît claire, surtout que Bulma possède aussi un poster en référence au film dans sa chambre. Puis ça explique qu'il l'ait changé dans le film anniversaire Dragon Ball, par crainte des droits. Si pour l'apparence métallique est calqué sur le T-800, pour ce qui est du combat, il semble plutôt calqué sur celui contre le personnage de Karim Abdul-Jabbar dans le film Game of Death de Bruce Lee. On découvre, des deux côtés, un adversaire immense, qui accueille son opposant assis, avec des lunettes de soleil. Ce n'est qu'après qu'il se soit levé que l'on constate ô combien il est immense. Les deux aiment serrer leur proie, ou les piétiner. Dans tous les cas, Metallic accueille Goku avec un mot anglais, welcome, autrement dit bienvenue. Notons que le sergent Metallic est le seul robot gradé de l'armée du Red Ribbon dans l'œuvre originale, et que c'est aussi le seul officier aperçu dont le nom ne se rapporte pas à une couleur, métallique étant plutôt une matière pour le coup, sauf si on parle de la couleur métallique. Le sergent-major Murasaki. Au troisième étage, Goku croise la route du sergent-major Murasaki, également appelé Ninja Murasaki. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un ninja, mais qui n'agit pas seul. Sous ses airs sérieux, c'est en fait un monstrueux Cassos qui fait semblant d'utiliser la technique célèbre des ninjas, le Bunshin no Jutsu, le clonage, mais qui fait en fait appel à ses frères pour tenter de duper Goku. Il y aura toute une série de gags avec Murasaki dont le nom signifie violet en japonais. Notez que son nom est en japonais et non en anglais cette fois. Ouais, c'est pour coller avec l'ambiance nippone dégagée par le personnage et son environnement. Une ambiance qui est ni bonne ni mauvaise.
Ouais, du coup les noms de ses frères c'est aussi en japonais. On a Kon, Cha, Aka et Ao, soit bleu foncé, marron, rouge et bleu. Puis comme Murasaki est un ninja, on a bien sûr les habituelles techniques du ninjutsu, bien que ce soit ici un pléonasme, et on a le lancer de shuriken, les étoiles de ninja, les kunai, la boule fumigène. Putain, il est équipé, hein. Et t'as pas tout vu, puisqu'il a aussi un drapeau, une toile qui lui permet de se cacher contre un arbre. Enfin, et un faux rocher aussi. Un boomerang aussi, un katana, des guettas traditionnels. Des livres de Huck. Et il peut même marcher sur l'eau. Tel Jésus. Mention spéciale à sa technique du tatami. Ses vêtements font aussi penser à ceux de Shu, lui-même d'inspiration shinobi. Ouais, c'est ce qu'on appelle Shinobi Shozoku, une tenue de ninja. Le visage de Murasaki, lui, est sûrement une référence à Nadakai Tatsuya dans le film Yojimbo de 1961. J'avoue, c'est la même tête, la même. L'humain artificiel numéro 8. Finalement, comme toutes les techniques de Murasaki s'avèrent inefficaces contre Goku, il doit rapidement battre en retraite. Pour mieux appeler son arme secrète, l'humain artificiel numéro 8. Jinzo Ningen Hachigo en version originale. On ne sait pas s'il s'agit d'un cyborg ou d'un androïde à ce stade, seules les adaptations ont supputé. Ouais, le terme d'humain artificiel récurrent dans Dragon Ball apparaît donc ici avec ce personnage. L'ironie, c'est que la plupart des adaptations utilisent le terme androïde ou cyborg, alors que dans son cas, lui, on ne sait pas s'il est de base humaine ou bien entièrement mécanique, dans l'œuvre originale. Avec ce personnage, Toriyama Sensei fait une nouvelle fois référence à un classique du cinéma avec la créature de Frankenstein, très fortement basée sur celle du film de 1931 où la créature était campée par l'acteur Boris Karloff. Toriyama avait déjà utilisé cette référence dans Dr. Slump, son précédent manga, dans lequel plusieurs personnages du village Penguin avaient aussi une apparence similaire. Mais très souvent, ce sont des personnages positifs, et numéro 8 refuse de tuer Goku au péril de sa vie. Goku parvient à retourner la situation en détruisant la télécommande qui aurait activé la bombe de l'humain artificiel et s'en fait un ami. On découvre alors que toutes les rencontres que fait Goku dans cette tour ne sont pas forcément hostiles, et que même un être aussi effrayant peut avoir bon cœur. On ne juge pas un livre à sa couverture. Buyon. Avec son nouvel ami, Goku rejoint enfin le dernier étage de la tour, mais il tombe dans un piège tendu par White et atterrisse dans un étage intermédiaire, le 4e, auquel on ne peut visiblement pas accéder autrement. Il tombe nez à nez avec le monstre Buyon, une créature mangeuse d'hommes, Décidément, ayant l'apparence d'un... marshmallow. plutôt d'un blob, puisque rendu célèbre avec le film The Blob en 1958, le blob est une créature horrifique, rose et élastique. Quant à son nom, c'est l'onomatopée pour quelque chose qui rebondit en japonais. C'est d'ailleurs pour ça que la VF le renommera Boom, puis Boing. Buyon a la capacité de renvoyer le Kamehameha et toute attaque qui lui est portée grâce à son corps flasque. Il peut aussi attraper ses proies avec sa longue langue et lancer des décharges électriques avec ses antennes. Un monstre, quoi. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Cette fois, Goku ne gagnera pas grâce à sa force, mais grâce à son intelligence. Prenez note, ceux qui pensent que Goku est teubé, Il fracasse le mur de la tour, laissant entrer l'air froid, et une fois que le monstre est totalement gelé et durci, il le brise à l'aide d'un coup de pied. ingénieux. Merci à Hachan, ouais, c'est le petit nom que lui donne Goku, car sans lui, Goku était gelé également. Hachan, qui est donc la contraction de Hachi, 8 en japonais, et du suffixe affectif chan, qu'on donne généralement aux enfants, aux filles ou à tout ce qui peut être mignon. Beau gosse, mignon, Hachan n'empêche. La défaite du général White. In fine, c'est même Hachan qui termine l'ennemi principal une fois n'est pas coutume, puisqu'après que Goku était grièvement blessé par un tir du Powered Gun du général White, Hachan pète enfin un boulon et envoie valser le général à travers la tour. Sacrée patate. Après ça, on n'a plus jamais revu. Le maire du village libéré, il emmène Hachan et Goku au village Jingle pour récupérer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'était justement Hachan qui avait la Dragon Ball que recherchait l'armée. Il l'avait gardée avec lui après avoir réalisé que le Red Ribbon tuerait tout le monde une fois la mission accomplie. Mission accomplie du coup, sauf pour le père de Snow qui n'a servi à rien à part illustrer la situation dans le village. Pas si vite, la Dragon Ball n'est toujours pas celle que Goku recherche, car c'est celle à 2 étoiles. Bémol, le Dragon Radar semble avoir été endommagé durant les combats, et il n'a plus son Kintone, donc ça va être tendu d'aller demander à Bulma de le réparer. Heureusement, le doyen du village À ne pas confondre avec le maire. a connu les Kintone, lui. Ah bon? Allez savoir comment. Du coup, il est capable de dire à Goku que son Kintone n'est pas mort avec un simple tir de roquette, et qu'il devrait être capable de pouvoir l'appeler à nouveau. Après des retrouvailles émouvantes, Goku dit au revoir à ses nouveaux amis qu'on ne reverra pas avant la toute fin du manga. Heureusement que l'animé leur donnera du temps d'apparition, autrement on les aurait oubliés. Et il se met en route vers l'ouest, Toujours vers l'ouest. pour la capitale. De l'ouest.
C'est l'occasion pour Toriyama Sensei de jouer à nouveau au choc de la civilisation avec les diverses situations cocasses ayant lieu quand Goku arrive en ville. Une ville futuriste avec des voitures volantes et des bâtiments arrondis, Ou le mélange de l'architecture de la planète Terra du film Gamera contre Giron et Blade Runner. Tiens, on a d'ailleurs un camion Tyrell en référence à Tyrell Corporation, issu de ce même film justement. Ah, c'est donc de là que vient Capsule Corporation. Non sans mal, Goku parvient chez Bulma, accompagné par un agent de police qui a utilisé son mini-ordinateur pour identifier qui souhaitait retrouver notre héros. Le turfu. Et il découvre qu'elle est la fille du richissime créateur de Capsule Corporation et inventeur des capsules Hoi Poi que tout le monde utilise en ville. Tu m'étonnes qu'elle est si brillante. Le professeur Brief. Son père, le professeur Brief, ou Bulifu Hakase en VO, est inspiré des Hakase, donc des professeurs ou des docteurs qui apparaissent dans les films de kaiju. Style Godzilla, quoi. Comme notamment le professeur Shinji Mafune du film La contre-attaque de Mechagodzilla, appelé chez nous les monstres du continent perdu. Pas mal de références au film de kaiju, mine de rien. C'était inattendu. Pas tant que ça, puisque la technologie et les monstres se retrouvent dans Dragon Ball, jusque dans le jardin du père de Bulma, tiens. Bulma, qui a décidé de sécher les cours aujourd'hui, Ne faites pas comme elle, hein. retrouve Goku et répare le radar. Elle décide de l'accompagner dans sa quête des Dragon Ball restantes, en dépit de sa réaction. Et elle n'aurait peut-être pas dû. Car oui, là Goku ne pense pas lui dire, mais la terrible armée du Red Ribbon recherche également les Dragon Ball dans le même temps, et quand il dit qu'elle risque de le gêner, c'est probablement à ça qu'il faisait référence en fait, hein. Ouais, et puis elle ne peut pas monter sur le Kintoon. Donc aller à un autre rythme, ça l'embête. Il la veut vite, sa boule. Enfin, heureusement pour elle, Bulma a mis au point une montre miniaturisante, le Microband, Pas de blague. qui lui permet de se glisser dans le dogi de Goku, évitant ainsi toute galère pour monter sur le nuage. Le Général Blue. Alerté par le déplacement de 2 Dragon Ball vers le sud, le leader Red donne au Général Blue l'ordre de s'emparer de ces Dragon Ball. Après l'armée russe, viennent presque naturellement les références aux armées apparentées au régime nazi. C'est même autour de ça qu'est bâtie toute la troupe du Général Blue. Encore un général. Ouais, car ce sont des shoguns, des généraux de troupes. Ils ont à leur sommet un leader suprême, le Sōsui, ou commandant de toute l'armée. Le Général Blue a une apparence qui rappelle beaucoup celle de Dirk Skibalt dans Dr. Slump, un biker qui participe au second Grand Prix annuel de la série. Sauf que Blue est une parodie acerbe de quelque chose de plus sérieux. Les SA, les Sturmabteilung, la section d'assaut. Puisqu'en plus de porter un uniforme calqué sur le leur, des bottes jusqu'au brassard, Si ce n'est que le sien indique son nom. Blue est aussi associé à 2 paradoxes qui ont secoué le monde avec les SA et le régime nazi. Tout d'abord, il représente les surhommes, comme ils sont dépeints dans ce régime, blonds, aux yeux bleus, ariens, forts et beaux, selon les croyances d'Hitler donc. Mais Blue est tout ça, mais il est aussi homosexuel. Ça, on peut pas le louper avec les situations gênantes dans lesquelles se met Bulma quand elle tente de le séduire pour se sortir d'une mauvaise situation. Il s'agit là encore d'une référence au monde réel, car Ernst Röhm, le leader des SA entre 1931 et 1934, était notoirement homosexuel. Après son exécution lors de la nuit des longs couteaux, pour purger et dompter les SA, sa sexualité fut rendue publique afin de justifier les actes d'Hitler et des siens qui se voulaient ouvertement homophobes. De nombreuses rumeurs d'homosexualité chez les chefs SA ont aussi circulé, et ces informations sont connues de tous. Toriyama Sensei ne pouvait donc pas les ignorer, et il a donc délibérément fait de son personnage le plus puissant et le plus redoutable de l'armée du Red Ribbon, un arien homo-narcissique sociopathe d'inspiration SA, vivant en parfaite contradiction avec l'idéologie, histoire de se jouer de la bêtise humaine et probablement aussi de donner une véritable apparence d'armée bêtement impitoyable au Red Ribbon. On regrettera cependant le délire de Toei Animation qui est d'avoir voulu rendre comique le type de mec que kiffe Blue, en allant jusqu'à lui donner l'apparence d'un gamin, même si c'est un androïde, ça reste inutilement creepy. Dans l'œuvre originale, on ne sait pas c'est quoi son type de mec, et c'est très bien comme ça. Il résiste au charme de Bulma, c'est déjà une sacrée prouesse en soi, et il maîtrise également les pouvoirs psychokinétiques, Chōno-ryoku, qui lui permet de paralyser ses adversaires avec ses yeux scintillants, ou même de les ligoter sans avoir à utiliser ses mains. C'est le premier perso, si on met de côté Kame Sennin, à utiliser ce type de pouvoir. C'est un ouf. Et on n'est pas encore sur le délire extraterrestre avec Gourde et tout ça, là. Fun fact, enfin non pas trop, quoique si peut-être pour s'en moquer, l'auteur pourrait bien avoir créé ce capitaine avec cette allure dans le but de ressembler à Heinrich Himmler, un haut dignitaire du Troisième Reich connu pour ses petites lunettes et surtout pour avoir été l'une des pires pourritures de l'histoire. L'ironie aurait été qu'il soit un mélange de Himmler et de son ennemi Röhm dont on a parlé tout à l'heure. Ici, c'est un subalterne du Général Blue qui dirige l'escouade B, qui se rend à Kame House. L'animé le dote d'un nom, et pas d'un nom de couleur. Dock. Comme le dock d'un port, j'imagine, vu que leur campement est sur une plage, et ça peut aussi être à double sens. Toujours est-il que cet horrible gars se fait défoncer par Kame Sennin, qu'il était venu menacer, le prenant pour le professeur qui aurait créé le Dragon Radar.
Dans la grotte des pirates, librement inspiré du film The Goonies de 1985, Goku et Bulma, maintenant accompagnés de Krillin qui avait le sous-marin de Kame Sennin avec lui, font aussi la rencontre du robot pirate, le gardien du port des pirates et de leur fabuleux trésor. Dans le film The Goonies, un groupe d'enfants et d'adolescents explore un souterrain menant à un trésor pirate. En chemin, ils tombent sur des pièges, croisent des squelettes et se retrouvent dans deux plus petites cavités immergées. Toriyama n'en manque pas une dans cet arc car il fait aussi de nombreuses références à Indiana Jones et notamment au film Les Aventuriers de l'Arche perdue dans lequel il faut justement échapper aux nazis et où le héros se retrouve dans une base abritant un sous-marin. Ainsi qu'au film Indiana Jones et le Temple maudit sorti en 1984. Avec ses passages secrets. Le robot pirate que nos héros affrontent, quant à lui, a un design inspiré du Xénomorphe, du premier Alien de 1979, avec son crâne anormalement long et ses orbites saillantes. Son corps, quant à lui, nous rappelle étrangement celui d'un extraterrestre qui apparaît dans les chapitres 134 et 135 de Dr. Slump. Encore une fois, il n'est pas rare que l'auteur réutilise certaines de ses créations. De retour à Kame House, après avoir récupéré la Dragon Ball, un diamant, et après avoir frôlé la mort et pensant s'être débarrassé de Blue, notre trio est attaqué. Le général manque de les tuer, mais c'était sans compter sur le retour de Lunch, qui avait piqué le diamant mais a éternué et est revenu entre-temps. Deuxième fois qu'elle sauve une situation en éternuant dans cet arc, car il y avait aussi tout ce passage à Kame House où son mode furie avait bien été. Elle défait les liens de Goku, ce qui permet à ce dernier de jeter la bombe du général Blue au loin. Scénario digne d'un James Bond encore une fois. Et de partir à sa poursuite. Harale et le village Penguin. C'est comme ça qu'on arrive au village Penguin. Penguin Mula ou encore village Pingouin en VF. Le village d'Harale et ses amis. Les fameux personnages de Dr. Slump. C'est sûrement la partie de cet arc qui est la moins fidèle au manga en ce qui concerne l'anime, puisque de gros changements ont été apportés entre le chapitre 81, paru le 1er juillet 1986, et l'épisode 55 et les suivants, diffusés en mars et avril 1987. Il y a beaucoup plus de personnages de la série Dr. Slump Harale-chan qui nous sont présentés tout au long de ces épisodes, et les sous-intrigues qui les concernent sont totalement différentes. Seul le final est identique au manga, Goku et Blue s'affrontent chez les Norimaki. Blue est repoussé par Harale qui dévoile une puissance redoutable et Turbo Norimaki, l'enfant de Sembe et Midori, recrée un Dragon Radar identique à celui de Bulma grâce à ses pouvoirs. Car entre-temps, Blue a volé le Dragon Radar et seul le sac qui contenait les Dragon Ball a été récupéré par Goku. En ce qui concerne le bébé Turbo, s'il a ses pouvoirs, c'est parce que dans Dr. Slump, attention, scène choquante, il a été percuté par un vaisseau spatial extraterrestre et a été tué sur le coup. Les extraterrestres ne voulant pas nuire à des autochtones ont alors décidé de le réanimer avec la technologie de leur vaisseau. À cause de ça, Turbo s'est réveillé avec des pouvoirs surnaturels et est notamment capable de voler, d'utiliser des pouvoirs psychiques et peut déjà parler en dépit du fait qu'il s'agisse encore d'un enfant en bas âge. C'est quand même pas souvent que des personnages d'un autre manga influent autant sur l'intrigue d'une histoire ne leur appartenant pas. Tao Pai Pai. Après ce semi-échec, et bien qu'il a rapporté le radar au QG, Blue est exécuté par Tao Pai Pai, le tueur à gages que vient de recruter le leader Red pour se débarrasser de Son Goku et récupérer les Dragon Ball qu'il a encore en sa possession. Ouais, car Blue les a manqués de peu et c'est ça qui lui fut fatal. Ironiquement, Tao Pai Pai en manquera une aussi, puisqu'en tentant de tuer Goku avec son Dodonpa, il est loin d'imaginer que c'est la Dragon Ball à 4 étoiles du grand-père de Son Goku, remise plutôt par Bola, qui l'a protégé. Il repart alors avec les 3 Dragon Ball qui étaient dans le sac de Bulma, mais manque du coup celle que Son Goku avait sur lui. Et ça lui sera également fatal. Puisqu'en retournant à la terre sacrée de Karin où se trouve son adversaire, Tao Pai Pai doit alors faire face à un Goku transfiguré après s'être entraîné 3 jours au sommet de la tour Karin auprès du chat ermite dont elle porte le nom. Bola et Upa. Cette partie de la série est alors l'occasion de découvrir de nouveaux personnages. Puisque parallèlement à Tao Pai Pai, on a le colonel Yellow qui se dévoile. C'est un officier chargé de récupérer la Dragon Ball à 4 étoiles sur la terre sacrée de Karin. Un endroit légèrement semblable à la forêt amazonienne où vivent des autochtones d'inspiration amérindienne. Un père et son fils, Bola et Upa. C'est en visitant le Little World Museum of Men d'Aichi en 1986 que Toriyama Sensei a eu l'idée de ces personnages et de l'ambiance amérindienne qu'il donnerait à cette terre sacrée. Terre sacrée foulée par les troupes du colonel Yellow qui viennent s'attaquer aux locaux pour leur ravir la boule. Mais c'était sans compter sur la force surhumaine de Bola, à même de résister aux armes à feu et qui se débarrasse sans problème des subalternes de Yellow. C'est un peu les cow-boys contre les indiens là. Le fourbe colonel à tête de tigre au look de pilote de la Première Guerre mondiale kidnappe Upa et demande à l'échanger contre la Dragon Ball. C'est à ce moment qu'arrive Goku. Il sauve Upa et expédie Yellow en dehors de son avion. Nul doute que cette chute causa sa mort, mais bon. Après, fallait pas être méchant, hein. En parlant de méchanceté, Tao Pai Pai tue Bola à peine arrivé sur la terre sacrée de Karin en retournant sa lance contre lui.
Effectivement, c'est pas très gentil, et ce passage n'est pas anodin car il va redéfinir la quête des Dragon Ball pour la suite de cet arc, en plus d'être le premier meurtre d'un personnage ami de Goku dans la série. Bon, ça nous touche peut-être pas autant qu'avec Krillin, mais quand même, Bola était un perso positif. Faut croire que Toriyama Sensei y a été crescendo. Karin-sama. Défait par Tao Pai Pai mais sauvé par sa Dragon Ball, Goku décide d'escalader la tour Karin pour rencontrer l'ermite qui vit en son sommet et qui donne au brave qui gravit la tour la fameuse super eau sacrée Chōseisui, une eau capable de le rendre plus fort. C'est du moins ce que lui avait raconté Bola un peu plus tôt, car en vérité il ne s'agit que d'une eau ordinaire dans le cas présent. Même si une eau qui rend plus fort existe bel et bien, mais on la découvrira bien plus tard. Arrivé en haut de la tour, Goku fait la connaissance de Karin-sama, Karin, le chat ermite qui l'habite. Celui-ci était autrefois le maître de Kame Sennin, qui a mis pas moins de 3 ans à obtenir la super eau sacrée. Ah ouais, 3 ans! C'était corsé ce jeu du chat et la souris. Goku, lui, mit 3 jours. Ce fut bref, mais grâce à cet entraînement inopiné, il put s'endurcir et gagner en réflexe et en vitesse suffisamment pour vaincre Tao Pai Pai lors du match retour. Match retour, car Tao Pai Pai dut partir refaire sa tunique, ce qui prit 3 jours au tailleur. Sauvagement assassiné en guise de remerciement d'ailleurs. Si Tao Pai Pai arbore ce design aussi, il faut dire c'est en référence à Huan Jiangli dans le film Shexin Jiaosha de 1978 sorti chez nous sous le titre Le Chinois se déchaîne, un film avec Jackie Chan dans lequel le personnage de Li, Shen Quan, est l'antagoniste. Toriyama Sensei ne manque pas une occasion de se référer au film de Jackie Chan. Goku bat Tao Pai Pai et part à l'assaut du quartier général de l'armée du Red Ribbon pour réunir toutes les Dragon Ball et faire ressusciter Bola. Pour ce faire, il suit le Dragon Radar confectionné par Turbo, tandis qu'au même moment, le colonel Violet, seule femme officier de l'armée du Red Ribbon, rend le Dragon Radar apporté plus tôt par Blue au leader Red après avoir récupéré une nouvelle Dragon Ball. Fin de sa prestation, dans l'œuvre originale. Au même moment, à l'aide d'un drone de surveillance, Bulma parvient à localiser Goku en route pour le QG de l'armée. Elle a presque inventé les drones, ma parole. C'est là qu'on voit que Toriyama a une sacrée connaissance en appareils militaires, puisque les drones existent en réalité depuis le début du XXe siècle. Ils étaient plus imposants et bruyants que nos drones actuels, mais il existait déjà des appareils pilotés à distance, soit pour torpiller l'ennemi, soit pour espionner. Grâce à ça, Bulma réunit ses amis, et tout le monde se met en route pour le QG de l'armée du Red Ribbon, pensant pouvoir aider Goku dans cette bataille finale, contre une armée qui a pour ambition de dominer le monde. Le leader Red. Mais en fait, notre héros détruit ce qu'il reste de cette fameuse armée à lui tout seul, avant qu'il n'arrive, et le grand méchant de l'histoire, le leader Red, n'est même pas l'ennemi final. Comme pour la parodie, il est dépeint comme un petit homme frustré, complexé par sa taille, qui voulait en fait réunir les Dragon Ball, d'abord pour gagner quelques centimètres et ne plus paraître ridicule. L'assistant Black. Un projet bien peu ambitieux au goût de Black qui décide de supprimer Red dont il n'arrive plus à supporter les remontrances. Black devient alors le leader provisoire et affronte Goku, d'abord au corps à corps. De quoi jauger son niveau ? Il a l'air de se débrouiller, compte tenu de la puissance de notre héros. D'ailleurs, je me dis que le combat Goku contre Black ici est peut-être une référence à l'affrontement entre le personnage de Jackie Chan et le perso de Benny Urquidez à la fin de Wilson Mills, vu que son adversaire est étonnamment fort en dépit de sa dégaine bien habillée, avec son pantalon et ses bretelles, ce qui fait pas très expert en arts martiaux, et pourtant il les maîtrise. Puis dans le film, Jackie Chan finit par faire passer son adversaire par la fenêtre, mais il le rattrape. Dans l'animé, au moment où le plafond mécanique de Red va s'abattre sur les deux adversaires, Goku envoie valser Black par la fenêtre. Celui-ci aussi se rattrape. Mine de rien, l'attaque de Goku l'a sauvé de l'écrasement. On a aussi Hens, le garde du corps de Blofeld, dont on ne vit que 2 fois, qui propose aussi un combat à main nue. Celui-ci était blanc et blond, Black est donc noir, et tout de noir vêtu. Avec une chemise blanche. Mais le héros a l'avantage et force Black à sortir son atout, la Battle Jacket. Une armure de combat mobile, certainement inspirée des séries SF 3D ou Machine & Krieger, des maquettes de robots. Et comme pour marquer les prémices d'une victoire transperçante sur l'ennemi, Goku défait et tue son adversaire en passant au travers. La Battle Jacket explose et Black périt avec son arme de destruction massive. Assez destructrice pour détruire une partie de la montagne en tout cas. Au final, les amis de Goku n'auront même pas eu les miettes en cette fin d'arc, et le fait qu'ils arrivent après la bataille ne fait que renforcer l'aura intouchable de Goku. C'est pour ainsi dire à ce moment-là, après avoir vaincu Tao Pai Pai et l'armée du Red Ribbon, que Goku est vraiment détaché des autres dans l'histoire. À ce stade, même Krillin ou Kame Sennin ne se sentent plus de taille. L'arc se conclut ici, si on n'inclut pas l'arc Baba la Voyante en son sein, avec une victoire fracassante de Goku et un nouveau mystère qu'il va falloir résoudre. Le Dragon Radar n'est pas cassé, mais pourtant la dernière Dragon Ball n'apparaît pas. Pour la trouver, Kame Sennin suggère à Goku et les siens de se rendre chez Baba la Voyante, une diseuse de bonne aventure. La seule personne capable de les aider à trouver ce qu'ils recherchent. Synthèse de l'arc.
Cet arc est d'une richesse culturelle incroyable. Au-delà des très nombreuses références cinématographiques de Toriyama ici, on ne peut que souligner l'énorme connaissance qu'il possède, en termes d'histoire, de spécificité culturelle, d'us et coutumes, puis en termes de mode et de design. Alors naturellement, ça ne tombait pas du ciel, Toriyama Sensei a déjà expliqué se documenter, mais la richesse de cet arc et de ses documentations témoigne de sa curiosité du monde, et aussi de son très grand intérêt pour développer son imaginaire. On sent de toute façon que le maître s'amuse beaucoup avec toute cette galerie de personnages et d'ambiance, et du coup nous aussi. Et si pour certains cet arc paraîtra être une nouvelle quête des Dragon Ball avec Goku et Bulma encore, avec la rencontre d'adversaires devenant des alliés encore, il serait de très mauvaise foi que de croire qu'il s'agit là d'un arc recherche des Dragon Ball 2.0, déjà car Goku a bien appris depuis le premier arc et le début, et la conclusion témoigne d'un truc. Il peut désormais venir seul à bout de l'ennemi en finalité. À la fin de cet arc, il triomphe seul cette fois, et il n'est pas capturé ou aidé à la toute fin. À croire que plus ils sont dangereux, plus il est efficace. En plus, contrairement au premier arc, la plupart des ennemis qu'il croise ne deviennent pas ses alliés. Ses ennemis et ses adversaires, il les bat, encore une fois, sans aucune retenue. Si cet arc a des défauts, c'est peut-être dans sa longueur, notamment avec l'animé et ses rajouts, au début notamment, ou encore avec sa galerie de personnages extrêmement conséquente. Tellement conséquente que certains sont même anecdotiques comme le colonel Violet, qui n'apparaissait que sur une page dans l'œuvre originale. Heureusement que l'animé lui a donné du temps d'antenne. Ils ont même été jusqu'à réutiliser la base de son character design pour un autre personnage qui apparaîtra plus tard. Il y a aussi Brown, ou encore le général Copper, autrement dit cuivre, qui n'ont jamais été montrés, ou même des objets qui ne servent que finalement très peu, comme le microband, uniquement prétexte au départ à l'aventure de Bulma et au gag avec Kame Sennin. Puis il y a aussi quelques insultes à la mode dans les films d'action des années 80 qui passeraient légitimement moins aujourd'hui, et un clin d'œil assumé au précédent succès de Toriyama que tout le monde connaît au Japon, mais dont malheureusement beaucoup de monde se fichait totalement en Occident. Et pour cause, Dr Slump est beaucoup moins populaire. Conclusion. Avec cet arc, Toriyama Sensei nous propose une nouvelle aventure pour notre héros qui sort tout juste d'une défaite. De quoi le remettre d'aplomb en le replaçant sur son piédestal. Il n'aura qu'un faux pas dans cet arc, mais il progressera suffisamment vite pour se corriger et s'améliorer. Un autre point satisfaisant dans cet arc, il donne la part belle à Bulma et Kulilin. Alors que ça débutait avec Goku seul, ses meilleurs amis sont venus le retrouver et le soutenir dans sa quête. De quoi enrichir le récit avec d'autres personnalités. Pour les fans de Kulilin ou Bulma, c'est définitivement satisfaisant, d'autant qu'on ne s'y attendait pas tellement vu que ça débutait en quête solitaire. En fin d'arc, Toriyama Sensei décide tout de même de conclure ça comme il l'a commencé, avec Goku seul contre l'armée, histoire de bien marquer ses progrès et de nous signifier que même l'armée la plus puissante du monde ne peut rien contre Son Goku. C'était aussi ça dans la pérégrination vers l'ouest de toute façon, où Sun Wukong était venu à bout de l'armée céleste seul. Et puis cette fois, les 7 Dragon Ball ne sont pas réunis à la fin de l'arc, il faudra encore batailler pour localiser la dernière qui est manquante, et ressusciter le père de pas ne sera donc pas si aisé que ça en avait l'air. D'autant qu'avec ce vœu plus sérieux, on est aussi confronté à la première vraie mort dramatique dans l'histoire. Pour l'arc suivant, Toriyama nous réserve un tournoi revisité et la découverte de membres de la famille de certains de nos héros. Ne manquez pas ça! Abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir notre travail et... Matane!